Bonjour, je suis contente de vous voir ce matin. Vous savez, comme coach Gazelle, ce qui est l'IGNOP, on travaille toujours sur 4 éléments primordiaux qui sont la stratégie, l'individu, l'exécution et les liquidités. Bien, aujourd'hui, dans ce cadre-là, on a la chance d'avoir avec nous Sylvain de Champlain, du groupe financier de Champlain, excuse. Bonjour Sylvain, ça va bien? Bonjour, bonjour Stéphanie, ça va très bien, merci, toi? Bon, oui, je suis contente de t'avoir avec nous. Le volet liquidité, c'est celui qu'on n'avait pas encore parlé. On avait fait le tour pas mal pour les autres, mais on a beaucoup de questions qui nous viennent au niveau de liquidité. Avec la crise qui se passe présentement, bien sûr, on a des éléments court terme à couvrir, bien sûr, avec raison. Mais aussi, il faut prendre le temps de regarder nos opportunités, d'essayer de voir comment on va rebondir, comment se reprendre. Tu sais, moi, je dis souvent, malheureusement, dans le jeu de serpent-échelle, la situation actuelle a fait que tout le monde a pogné le grand serpent à la fin, en même temps. Aujourd'hui, quand ça arrive, habituellement, tu es tout seul à prendre ce grand serpent-là. Hein? On s'entend? Puis là, tu essaies de te remettre en piste puis te remettre à courir pour pouvoir, à ce moment-là, rattraper les autres. Ce qu'on a comme chance aujourd'hui, c'est que le grand serpent, tout le monde l'a pogné en même temps. Fait qu'on peut prendre du recul puis s'assurer qu'on pose les bons gestes pour pouvoir, à ce moment-là, justement, se propulser puis s'amener ailleurs. Alors, ça va être le fun. Aujourd'hui, on va pouvoir s'entretenir ensemble sur justement la liquidité. Par contre, peut-être dans un premier temps, ce qui serait peut-être intéressant, parce que je pense que tu as, pas je pense, mais tu as une belle histoire d'entrepreneur. Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'entendre un petit peu ta petite histoire. Fait que je te laisse peut-être t'introduire puis amener ta petite histoire d'entrepreneur. Écoute, c'est le fun d'avoir. Merci pour l'invitation aujourd'hui, Stéphanie. C'est agréable de jaser avec toi. Mon histoire d'entrepreneur vient de la même place que toi. On est tous les deux du nord du Québec. Je suis né à Gagnonville, une ville minière dans la mine de fer, déménagé à Fermont alors que j'avais 11 ans. Mon père travaillait pour la mine là-bas. C'est là d'ailleurs que toi et moi, on s'est connus, Ouais. jadis. Ma carrière a commencé avec un diplôme en mécanique et j'ai eu le bonheur d'être avec les cycles miniers, de ne pas travailler longtemps dans ce domaine-là, seulement 9 mois dans quoi j'avais étudié, et de me retrouver à Montréal et de recommencer à l'université, retourner à l'université pour aller chercher une formation en finance, en investissement, en assurance, tout ça, de sorte qu'en 86, je commençais dans le domaine financier en étudiant en parallèle et j'ai fondé en 95 De Champlain Services financiers qui est devenu De Champlain Groupe financier au fil des années. Aujourd'hui, on est une entreprise avec une équipe de 8 personnes. On est spécialisé dans la gestion de portefeuille, la planification financière, protection du vivant en assurance également. Donc, j'ai des experts dans l'équipe, une équipe extraordinaire. J'ai un dream team. C'est drôle parce que quand on se parlait il y a quelques jours, toi et moi, je te disais que quand j'étais tout jeune, on vient du Nord, hein, dans le Grand Nord, on partait pour les vacances. Quand on quittait, puis on arrivait à cette île, puis c'était la première civilisation qu'on voyait, puis on était impressionnés. Alors, tu peux t'imaginer, si tu te rappelles, comment on était quand on arrivait à Montréal. Alors, quand j'étais tout petit, j'avais un oncle qui demeurait à Montréal et mon rêve, c'était de travailler dans un gratte-ciel à Montréal. Tu sais, un petit gars du Nord qui arrive en ville, là. Dans cette catégorie-là, nos amis, les amis qui viennent de là-bas, il y en a 2 catégories. Il y a ceux qui ne veulent rien savoir de la ville parce que c'est trop intense, c'est complètement fou. Ou il y a ceux comme moi qui tripent sur la ville, ça bouge, il y a de l'énergie, il y a un dynamisme, tout ça. Alors, je fais partie de la 2e catégorie. Alors, de sorte qu'en 86, démarré ici à Montréal, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe extraordinaire, de faire un travail, un métier que j'adore. Puis, un peu comme toi, Stéphanie, dans ton domaine, où tu aides les gens, les entrepreneurs, à passer à un autre niveau ou à se démarquer ou peu importe, bien, nous, on aide les gens à réaliser leur objectif de vie en mettant en place des stratégies, des solutions pour qu'ils puissent y parvenir. Ouais. C'est ça mon travail dans le quotidien. Très privilégié d'avoir un travail où tu peux avoir un impact positif dans la vie des gens et c'est ce que je fais. Ah, ben oui. C'est mon résumé d'histoire en accéléré. C'est super intéressant. Moi, c'est ça que j'aime de mes invités parce qu'ils ont souvent une histoire d'entrepreneur. Tu sais, je veux dire, tu es parti avec ta technique mécanique, puis tu regardes où ce que tu es rendu, puis tu es dans ton gratte-ciel aujourd'hui. Fait quand même,
C'est pour dire que quand on est persévérant, on peut y arriver. Tu as la chance aussi de faire beaucoup de coaching d'entrepreneurs aussi au niveau de la gestion des liquidités et tout ça. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est super intéressant. Écoute, puis justement, avec cette crise-là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui essaient de se repositionner, tu sais. Fait que pour toi, dans ton expertise, justement, quels sont les éléments financiers qu'on doit prendre en compte, qu'on doit surveiller de plus proche quand on est justement dans une crise comme celle-là? Ben, vois-tu, ce qui est dommage et le fun en même temps d'une situation comme on vit présentement, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants. C'est la loi de la nature, hein, c'est la loi au niveau de l'économie en général. J'y vais de façon générale. C'est toujours dommage parce qu'effectivement, il y a des entreprises, des belles entreprises qui ont été bâties. Puis tu sais, on est deux entrepreneurs, toi et moi. Tu sais comment on travaille fort pour partir une business, une entreprise, peu importe le secteur, et qu'il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Et là, on vit une situation qu'on ne contrôle pas, on doit s'adapter. Alors, ceux qui étaient qui étaient prêts, ceux qui avaient une base solide, parce qu'ils avaient la possibilité, mais ce n'est pas tout le monde. Quand tu es en entreprise, tu ne peux pas toujours avoir la base solide. Souvent, c'est fragile, la base. Alors, il y en a qui s'en sortent mieux. Maintenant, par rapport à où on est aujourd'hui, la réalité, elle est que c'est toujours une question de gestion de liquidité. Peu importe l'entreprise, Stéphanie, puis tu sais, là, que tu aies une entreprise avec un chiffre d'affaires de 300 000, de 2 millions, de 5 millions, de 25 millions, de 200 millions, puis on pourrait nommer bien des exemples, là, c'est toujours la même problématique, c'est les liquidités. Ouais. Alors, la base, elle est là. Alors, quand on parle de liquidité, on parle de quoi? On parle d'endettement, on parle de fonds de marge de manœuvre, on parle de marge de crédit. Alors, la marge de crédit, c'est vraiment ce qui est votre filet de sécurité. Donc, l'important, c'est de dire, bon, j'ai une marge de crédit et de se tenir loin de la marge de crédit. C'est là, urgence, imprévu, situation comme on connaît, c'est pour un besoin temporaire. Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, même comme individu ou comme entrepreneur, un projet X, une acquisition, une chose, telle chose, on va où? On n'a pas le coussin, on n'a pas liquidité, on va puiser dans la marge. Puis on peut loader la marge, excusez l'anglicisme, et là, ça devient problématique parce que le jour où ça frappe, comme tu disais tout à l'heure, le jour où on descend de la queue du serpent et on se ramasse en bas, si la marge est déjà utilisée à pleine ou à presque pleine, il n'y a plus de marge de manœuvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on finance du long terme, il faut, quand on a un objectif ou un financement à long terme, il ne faut pas utiliser le fonds de roulement, il faut aller chercher du financement à long terme sur des objectifs à long terme ou de l'investissement à long terme. Le court terme, c'est l'imprévu, c'est la marge. Donc ça, c'est l'élément numéro 1, c'est le filet de sécurité. Alors ceux qui avaient cette protection-là, on s'en sort mieux aujourd'hui parce qu'ils avaient leur filet. OK. Ça, c'est le premier élément, je pense. C'est la base de la pyramide de Maslow de l'entrepreneur. Oui, OK, super. Puis justement, tu sais, je poursuis là-dessus parce que c'est ça, on n'est pas tous les entrepreneurs n'est pas tous à la même place. Puis tu sais, il y en a qui malgré tout, avaient quand même consommé une partie de leur marge, exemple, et tout ça. Écoute, si jamais, justement, j'en ai grugé, puis aujourd'hui, ça ne me permet pas de me renflouer, si on veut, de reprendre le contrôle et tout ça. Quels sont les autres éléments que je peux aller travailler au niveau de mes finances pour pouvoir aller me chercher la liquidité? Moi, je pense que quand on est en affaires, comme dans la vie en général, c'est la relation avec votre banquier. Ouais. N'attendez pas que le téléphone sonne. Prenez les devants. Si tu es un banquier, puis en affaires en général, ça ne va pas bien, il faut se parler. Ouais. D'abord, de toute façon, il n'y a pas un banquier qui va être surpris là, actuellement. Là. C'est les partenaires, c'est le partenariat numéro 1 pour le financement d'entreprise. Parlez à vos banquiers, à vos personnes. Prenez les devants. Allez vous asseoir. On ne peut même pas aller s'asseoir. Faites un Zoom ou un Facebook Live avec votre banquier. Mais un Facebook, pas live, un Facebook. Mais parlez puis amenez la situation. Il va pouvoir vous aider. Maintenant, comment on peut se positionner? Puis en partant d'aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas déjà prêts, mais c'est quoi votre capacité d'emprunt? Parce que c'est ça. Quand on va chercher du financement, là, la banque va regarder, elle, c'est quoi votre équité versus le niveau d'endettement total que vous avez. Ouais. Alors,
Si le niveau d'endettement est trop élevé, bien là, on est un peu en difficulté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des décisions peut-être difficiles à prendre. Est-ce qu'il y a des décisions de coupure? Est-ce qu'il y a des changements de cap au niveau de votre entreprise? De prétendre qu'on peut très rapidement augmenter les revenus, ça peut être utopique là, par les temps qui courent. Ouais. Comment on survit à la situation actuelle? Ouais. Et là, bien, chacun dans sa réalité, vous devez vous asseoir. Moi, je disais, c'est le fun parce qu'il y a quelques semaines, je suis devenu un YouTuber, Stéphanie, avec la chaîne YouTube de Champlain Groupe Financier, puis je disais, c'est le temps, il y a une opportunité actuellement dans une crise de prendre le temps de s'arrêter. Oui. On a plus de temps. Oui. Des fois, pas toujours, mais il faut prendre le temps de s'arrêter puis dire, OK, je me prends une demi-journée ou une journée complète. Moi, tous les trimestres, tu vas aimer ça en tant que coach, tous les trimestres, depuis 2002, quand j'ai commencé à être coaché, avant de faire un peu du coaching, mais aujourd'hui, je prends une journée stratégique, planning sur ma vie, ma business, mon entreprise, ma carrière. Tous les trimestres, une journée complète. Je m'évade quelque part où je suis bien. Techniquement, je devrais être dans le sud en ce moment. Maintenant, les plans ont changé pour tout le monde. Mais pour prendre le temps de faire le point. Alors, s'il y avait une chose que je pourrais recommander, l'étape 1, c'est déconnectez, sortez de votre univers, partez quelque part. Ça peut être dans un parc, le beau temps est arrivé, là. Puis amenez-vous ce qu'il faut, puis en mode réflexion. C'est ça. Tout à fait. Je suis certain que tu es d'accord. En fait, c'est pas mal ce qu'on fait aujourd'hui avec les gestionnaires, les équipes de direction que je coach, c'est de prendre le pas de recul, hein, on s'entend, de regarder quels sont les éléments qu'on doit mettre en place pour survivre dans notre court terme, là, parce qu'en même temps, il faut que ça roule, cette histoire-là, mais aussi dans ce pas de recul-là, de prendre le temps de regarder les opportunités qu'on a en face de nous. Puis écoute, quand on se met à réfléchir comme il faut, j'ai des entreprises qui ont dit hey, il y a peut-être des acquisitions qui... des gens qui étaient nos compétiteurs, qu'on s'aperçoit qu'ils ont plus de difficultés. Il y a plein de belles opportunités aujourd'hui quand on prend ce pas de recul-là qui nous permet à ce moment-là de pouvoir rebondir et de s'amener ailleurs, autant sur notre liquidité que sur le reste dans notre business. Là, fait qu'on est dans la bonne lignée. Même d'accord avec toi. Il faut prendre ce temps-là parce que quand on est un entrepreneur ou une entrepreneur, on est seul, hein? On est dépendant de l'entreprise, mais si c'est une entreprise plus petite, tu es président de ton entreprise, tu es VP Finance, VP Développement, VP Marketing, VP Communication. Puis pour chacun de ces postes-là, ça prend une formation universitaire. Puis des VP Ressources humaines, tu as une équipe avec toi. Donc, tu ne peux pas être bon dans tout, tu ne peux pas. Puis je vais en parler à la fin tout à l'heure de cet élément-là, mais il faut s'arrêter. Oui. On ne prend pas assez le temps de s'arrêter. On a le nez collé sur l'arbre, sur l'écorce, puis on ne s'arrête pas. C'est ça que les gens ont besoin de se faire coacher. Puis ils ont besoin de quelqu'un comme toi. Ils ont besoin de s'arrêter puis de se faire guider. Et c'est plus, tu sais, c'était peut-être il y a 20 ans un peu ésotérique de dire j'ai un coach, j'ai une coach. Aujourd'hui, si tu n'as pas de coach, tu es ésotérique quasiment. On est rendu là. Alors, c'est de prendre ce temps d'arrêt-là, effectivement. Pour prendre le temps de réfléchir. Puis écoute, j'avais oublié de le dire d'entrée de jeu, mais ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse les poser à Sylvain à ce moment-là, et puis qu'on puisse peut-être répondre à vos interrogations. Écoute, fait qu'on vient le dire, tu sais, je pense que dans ce que tu amenais, c'était court terme de prendre le temps de regarder au niveau des liquidités qu'on a dans notre marge, les emprunts et tout ça. Puis une fois que justement, j'ai fait mon pas de recul, puis supposons que j'ai fait ma belle journée de réflexion et tout ça, puis tu sais, que je vois à ce moment-là des éléments où je peux aller rebondir, que ce soit en acquisition, que ce soit en changement de mon modèle d'affaires, que ce soit, tu sais, après ça, toi, tu nous conseilles comment, là, parce qu'il y aura besoin de fonds pour aller chercher tout ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller chercher ou là, quel élément financier qui devient à ce moment-là notre fonds? Bien, je dirais que le premier élément, pour faire un peu du chemin là-dessus, on peut faire un test très rapide pour évaluer votre capacité d'emprunt. Première chose que votre banque va regarder, c'est ça. Donc, l'équité versus votre niveau de dette. C'est-à-dire, je prends un exemple très rapide. Niveau de dette de 100 000, vous avez 100 000 de dette pour 50 000 de liquidité.
OK. Donc, vous avez un ratio de 2, là, 2 fois plus de dette que de coussin que de liquidité. Les banques, les prêteurs vont être confortables jusqu'à 2 à 3 fois. Oui. Alors, multipliez votre chiffre si vous avez une entreprise de plusieurs millions. 1 million pour 2 millions de dettes pour 50 000, pour 500 000 de liquidité, c'est 4 fois, c'est haut. Ouais. Les banques ne sont pas confortables avec ce ratio-là. Alors, il va falloir travailler sur votre ratio avant. Il faut quasiment faire notre ménage avant d'aller voir notre banquier. Oui. Si tu vas voir le banquier avec une mauvaise situation et tu n'as pas fait ton ménage, tu n'as pas fait ton pas en arrière, ça peut être problématique. Surtout, les institutions financières vont être frileuses. Les gouvernements aident énormément actuellement, mais la valve va se refermer à un moment donné. La valve ne pourra pas être ouverte indéfiniment comme elle est là. C'est une question d'endettement de l'État. Alors, faites vos devoirs à ce niveau-là. OK. Super. Puis, tu sais, tu viens de le nommer, le gouvernement aide beaucoup. Tu sais, je veux dire, il y a le PACME qui vient de sortir, qui supporte la formation de nos gens, de nos employés, de notre équipe de direction, du coaching de gestion, qui aide aussi à remettre en place tous les processus de ressources humaines. On a Investissement Québec, tu sais, pour tous ceux qui voulaient faire comme un virage au niveau numérique, qui peut aussi venir supporter. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, c'est un bon moyen d'aller chercher des sources de liquidité. Oui, pour se faire aider. Puis tu sais une chose, hein, c'est dans les plus... Je lisais à un moment donné, je pense que ça vient de... je ne me rappelle pas à quel endroit j'ai lu ça, mais que c'est dans les plus fortes périodes de turbulence que viennent les plus grandes innovations. On va voir, puis ça, j'en suis convaincu, parce qu'on doit se réinventer, on doit changer notre façon de faire. Ouais. Nous, on le voit dans l'équipe ici, comment au niveau de la technologie, comment tout le monde est en télétravail. On a revu nos processus. Je pense qu'on est presque aussi efficace, sinon plus qu'on l'était. Ouais. On a pris un virage médias sociaux. On communique différemment. Et je suis convaincu. Puis il y a plein d'entreprises qui vont vivre ça. Ouais, ouais. Vous voyez? Puis un entrepreneur, très souvent, quand ça prend le temps de s'arrêter, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir des idées qui vont surgir. Ouais. Mais quand on est en train de courir tout partout, travailler sur votre entreprise et non pas uniquement dans l'entreprise. Je suis un semi-chapeau de coach et de conseiller. De conseiller financier, mais c'est ça qui est le fun avec toi, c'est que tu sais, je veux dire, tu en as fait ta passion avec le temps, puis là, tu sais, tu t'es dit, hey, ben, je peux aussi aider là-dedans, puis tu sais, t'aides plusieurs, là, je sais que tu es très impliqué, puis tu aides plusieurs entrepreneurs, justement, pas juste à cause de la crise, ça fait longtemps que tu fais ça. Écoute, puis justement, tu sais, souvent, quand on est un entrepreneur, on a parti nos affaires dans notre garage, puis après ça, ça l'a grossi, fait que je me suis acheté une usine, puis après ça, ça a grossi, je me suis mis une équipe, puis ça a grossi, puis là, maintenant, j'ai une équipe de direction. Fait que des fois, ça va vite, puis chaque étape se passe quand même rapidement, ce qui fait que là, vite, je suis dépassée, je me prends quelqu'un qui est en comptabilité pour m'aider ou en finance et tout ça, mais j'ai pas eu le réflexe, puis moi, je travaille beaucoup avec mes entrepreneurs pour qu'ils prennent le temps de regarder les états financiers, de prendre le temps de les comprendre, on s'entend, parce que souvent, quand je leur dis, bon, OK, tes finances sont rendues où? Ils me disent, ben, parle à mon comptable, puis là, je fais, Fait que qu'est-ce qui, j'aimerais ça peut-être justement dans ton mode coaching, quand je revois, exemple, mensuellement mes états financiers avec mon équipe de direction et tout ça, c'est quoi pour toi les chiffres les plus importants à regarder pour m'assurer que j'ai une entreprise qui demeure saine dans le temps? Mais tu sais, là, je parlais du ratio de revenus-dépenses tout à l'heure. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est un élément important. La croissance. Est-ce que quand vous regardez vos bilans des dernières années, vos états financiers des dernières années, est-ce qu'il y a une croissance ou une stagnation? Parce que ce qu'on va voir actuellement, puis je vais revenir sur le volet coaching, mais je ne peux pas m'en passer. C'est une réalité de l'entrepreneur. Quand on arrive à un certain niveau, on démarre, ce que tu disais, on part dans notre garage. En plus, moi, j'étais mécanicien. Mais tu commences en entreprise, au début, tu n'as pas de clients, là, tu connais un cycle de croissance, ça monte, ça monte. Et il arrive à un certain moment donné, on atteint un plafond qu'on appelle le plafond de complexité. Plus de clients, plus de gestion, plus d'administration, plus de tout. Ouais. Puis moins de temps, moins d'argent, des fois, on est débordé. Tu sais, des fois, tout va trop vite. Quand on arrive là, à ce plafond-là, il y a 3 choses qui peuvent survenir. Seulement 3. On
peut stagner pendant des années et rester plafonné. Oui. 2, il peut arriver des chocs comme on vit présentement et là, tout peut s'écrouler, malheureusement, ça arrive. Pas nécessairement parce qu'il y a un choc, mais des fois la compétition, on se fait dépasser ou on n'a pas assez évolué, puis on décline. 3, si on prend le temps de s'arrêter, faire le point, prendre des décisions, là, on peut défoncer ce plafond de complexité-là pour reconnaître un cycle de croissance pour les prochaines années. Oui. Alors, les résultats, tu sais, ça prend une vision. Un bon entrepreneur va avoir une vision. Ça prend une vision. Si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas une mission d'entreprise que tes employés partagent, si tes employés clés ne partagent pas tes valeurs d'entreprise, tu vas où avec ça? C'est beaucoup plus l'humain. Oui, il y a des décisions financières, mais si tu mobilises ton équipe, tu sais, on est les entrepreneurs sont des leaders. Votre équipe vous regarde, votre équipe vous écoute, vous devez prêcher par l'exemple. Si tu sais, les Anglais disent walk the talk. Si tu parles puis tu dis, oh, bon, on est dedans, puis tu ne le fais pas, ben, tu vas perdre le respect de ton équipe. Les bottines. Ben, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est mieux, ça, c'est la version québécoise. Mais effectivement, donc, le reste des décisions, le cash flow, la liquidité, marge de manœuvre, des fois, il faut faire du ménage. On a fait notre ménage de printemps, on était tous à la maison. Je pense que les maisons ou les appartements sont plus propres qu'ils n'ont jamais été. Les dernières années, on a eu du temps. Mais il faut faire ça dans une entreprise. Des fois, il faut faire un pas en arrière. Quand on voit qu'on patauge dans le beurre, là, ça ne va pas bien. Alors, c'est plus du décisionnel pour moi, Stéphanie, que du... Oui, le cash flow est le cœur, la liquidité. Mais le reste, se départir d'éléments d'actifs pas rentables, des divisions pas rentables, faire des pas en arrière, des fois pour en faire 2 en avant. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est ça que je le vois. Oui, tu viens de le dire. Je pense qu'il y a une analyse à faire aussi au niveau, quand on regarde justement nos liquidités et tout ça. Il y a peut-être des produits qu'on garde depuis très longtemps, puis dans le fond, ou des services, puis dans le fond, c'est pas rentable. À moins que ce soit quelque chose qu'on garde parce qu'on le sait que c'est notre porte d'entrée chez un client. Sinon, ben, ce ménage-là amène justement peut-être à faire à revoir les produits et services qu'on donne. Même chose, il y en a, c'est ça, le produit et services non rentables, des fournisseurs avec lesquels on a des difficultés, puis c'est compliqué depuis longtemps, de prendre le temps de regarder c'est quoi mes critères face à mes fournisseurs, avec qui je veux travailler. Supposons que je réinvente ma business, là. Ça serait qui les boys avec qui je voudrais travailler? Même chose avec mes clients. Des fois, on a des clients qui sont pas faciles, qui nous demandent beaucoup d'énergie à l'interne, puis en plus, qu'il faut courir après pour pouvoir se faire payer. Fait que, quand tu parles de ménage, dans le fond, c'est pas tant à travers mon fichier Excel de résultats financiers, mais c'est avec tout ça qui est alentour qui, à ce moment-là, génère beaucoup de sous, là. Stéphanie, tu vas sûrement être d'accord avec ce que je vais dire. La base de tout ça, tout ce que tu viens d'énumérer, ça passe par quoi? C'est quoi vos valeurs? C'est ça, oui. La relation d'affaires, c'est les valeurs. Oui. C'est pas la grosseur du client. Si c'est un drain d'énergie, c'est du négatif, c'est pas le fun, l'équipe n'a pas de plaisir. Les valeurs. Quel genre de fournisseur, quel genre de relation d'affaires vous voulez avoir? Ça passe par les valeurs. Oui, tout à dans fait. une relation d'affaires, dans un couple, dans la vie en général, pourquoi on aime des relations d'amitié avec X personnes versus telle autre? C'est les valeurs. Il y a une connexion dans les valeurs. Ça, c'est... Prenez vos décisions en fonction de vos valeurs importantes pour vous. Ça va vous aider à guider dans les décisions d'entreprise. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Dis-moi, puis je me posais la question parce que ça m'est, je veux dire, j'ai des gens que je coach que justement sont là, dans ce sens que pour pouvoir avoir de la liquidité présentement, bien sûr, ils vont aussi fouiller dans leur propre portefeuille. Hein? On s'entend pour pouvoir renflouer l'organisation, soit continuer à payer les employés ou fait que c'est certain que tu peux pas dire que l'entrepreneur il a juste son entreprise de toucher par ça, mais il y a aussi lui parfois qui peut être obligé de mettre certaines contributions. C'est quoi les petits trucs que tu veux donner ou que tu donnerais là-dessus ou les petites choses à éviter pour être sûr qu'on les guide là-dedans? Bien, c'est effectivement le fait d'avoir une entreprise. Si, comme entrepreneur, comme individu, vous avez un coussin de sécurité, vous pourriez diminuer votre salaire avec
couper votre salaire ou le diminuer temporairement. Vous pourrez réinjecter de l'argent dans votre entreprise, faire une avance à l'entreprise, une avance de l'actionnaire. Et le jour où l'économie va mieux puis que ça se repositionne, bien, de vous rembourser cet argent-là. Ouais. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir bâti en parallèle, si vous avez une compagnie, plusieurs entrepreneurs ont des compagnies de gestion, vous avez de la liquidité dans votre gestion, bien, réinjectez-la dans l'opérante, dans votre compagnie opérante, puis ça va vous aider à garder le cap. Ouais. Au-delà de ça, puis j'ai un petit flash, un petit point qui ne touche pas nécessairement la situation du marché actuel, mais qui touche une réalité que moi, je vois souvent comme conseiller financier. Des entrepreneurs qui disent je me verse un dividende. C'est quoi tes revenus? J'ai X montant de dividendes par année, puis ton salaire, je ne me verse pas de salaire. Jadis, il y avait un gros avantage à se verser que du dividende et pas de salaire. Aujourd'hui, c'est tellement intégré que l'impôt réel qu'on paie au bout de la ligne est à peu près pareil, que ce soit du dividende ou du salaire. Maintenant, le danger de se verser du dividende et pas de salaire, c'est qu'il y a un impact à ça. Premier élément, votre banquier va dire c'est quoi ton salaire? Votre banquier personnel, je ne parle pas de l'entreprise. Non, c'est... Ben, j'ai un salaire, je me suis pas très peu de salaire, mais par contre, j'ai eu 200 000 de dividendes que je me suis pris cette année. Oui, mais ça, ce n'est pas un salaire. Ton salaire, c'est pas. Ben, alors, ça peut vous nuire au niveau du crédit. Un dividende n'est pas un salaire. Un dividende, c'est un profit supplémentaire que l'entreprise a fait. Ça peut avoir la Régie des rentes du Québec. Si vous n'allez pas chercher au moins 40 quelques mille de salaire par année, vous ne contribuez pas à votre maximum de RRQ. Tu sais, la Régie des rentes du Québec, je fais une parenthèse parce que des fois, les gens disent la RRQ, ça m'agace. Ça, non, mais la Régie des rentes du Québec, si tu as toujours eu ton maximum de gains admissibles, va générer un montant, dépendant de l'âge et tout ça, mettez 1 000 $ par mois là, autour de ça, 12 000 par année net. De brut, c'est-à-dire de revenus. Qu'est-ce qui génère 12 000 par année à 5 %? C'est 240 000 $ de placement. Oui, vu de même. Ça prend 240 000 $ à 5 % pour générer 12 000 par année de revenus. Alors, votre Régie des rentes du Québec, c'est une base solide. Donc, assurez-vous que vous avez un salaire assez élevé pour payer la RRQ parce qu'on ne paye pas de Régie des rentes sur du dividende. Accident d'automobile, la Régie d'assurance automobile, ils vont payer une pourcentage du salaire, ils ne paieront pas sur le dividende. Les REER, vous ne pouvez pas prendre de REER si vous n'avez pas de salaire. Vous n'avez pas la possibilité de prendre des régimes d'épargne de retraite sur un dividende. Vous voulez prendre une assurance salaire pour vous protéger, bien, je n'ai pas de salaire, je prends juste je ne peux pas prendre une assurance salaire. Alors, faites attention à ce volet-là parce que c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font en disant je vais prendre un dividende, c'est moins d'impôts. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Ça, c'est un élément que je vois, qu'on voit assez souvent. Peut-être moins maintenant, mais quand même, qu'on voit souvent. Fait que toi, tu conseilles à ce moment-là qu'on se donne au moins un minimum qui va faire que, justement, j'arrive devant mon banquier, bien, j'ai quand même un salaire qui m'est versé, mais aussi que je puisse profiter de la Régie des rentes et ces affaires-là. Fait que toi, tu promouvois beaucoup plus cette façon-là. Oui, votre banquier au niveau personnel, effectivement. Pour l'entreprise, ça n'a pas tant d'impact que ce soit un dividende ou un salaire, un impact au niveau des états financiers, mais je veux dire sur ce qui est dû à l'actionnaire, mais ou les bénéfices non répartis, tout ça, mais ça n'a pas un impact sur le banquier de l'entreprise, mais sur votre banquier personnel. Vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter du financement, vous prenez 25 000 de salaire de base puis 125 000 de dividendes. Ça ne passera pas, là, ça peut être très, très difficile. Alors, soyez vigilants par rapport à ça. Je pense qu'un bon salaire de base peut être 75 000, 50, 75 000, peut-être 100 000, puis versez-vous le surplus en dividendes. Mais ne prétendez pas qu'il y a un avantage, ne pensez pas qu'il y a un avantage à vous verser que du dividende, majoritairement du dividende. Ça prend un salaire de base. De base. OK. Ah, ben c'est bon à savoir parce que je connais plusieurs entrepreneurs qui font ça, qui se payent juste en dividendes. Tu sais, on s'entend, puis que la retraite est basée là-dessus aussi et tout ça. Puis c'est certain que dans un temps de crise comme on vit actuellement, ben pour ceux qui ont fait ça puis que les liquidités ne vont pas super bien, ça va être moins avantageux à ce moment-là, on s'entend, hein? Oui, parce qu'il faut toujours se garder. Il faut toujours penser au pire scénario. Si le pire scénario arrive, de quelle façon je vais être capable de réagir et de me virer de bord? Est-ce que j'ai de la marge de manœuvre? Bien, si la marge de manœuvre est minuscule, il ne faut pas que le coup sera trop gros pour plier les chines et se retrouver à genoux. Là.
c'est toujours ce qu'il faut avoir derrière la tête quand on gère une entreprise, qu'on a son entreprise. On ne contrôle pas tout, comme je le disais au début, mais ce qu'on peut contrôler, c'est comment on se positionne. OK. OK, super. Fait que je pense que, tu sais, là, on a des bons éléments dans ce sens que j'apprécie beaucoup, en fait, le fait que tu nous as ramené, bon, faire du ménage. En fait, faire du ménage, comme on disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement dans notre fichier Excel de nos résultats financiers, mais c'est alentour, hein, tout ce qui est autour de ça qui aujourd'hui génère des sous ou nous en fait perdre puis qu'on prend pas le temps de le regarder. Fait que de prendre le temps de regarder ça, de s'assurer aussi de regarder nos ratios. Hein? Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de plus important à regarder quand on regarde nos résultats financiers, c'est justement de s'assurer que les ratios sont là pour être sûr qu'on est couvert tout au long. J'ai une petite question. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Écoute, justement, on venait de parler de salaire, dividendes et tout ça. Fait que la personne demandait, bien, justement, à ce moment-là, est-ce que c'est bon de se prendre un salaire plus un salaire sous forme de dividende, de combiner les deux? Oui. Bien, en fait, un salaire, c'est un salaire et un dividende, c'est une autre chose. Donc, mettons un exemple, vous dites, je suis un entrepreneur, puis mon niveau de vie, je souhaite avoir 200 000 de revenus par année pour être heureux ou heureuse. Mais prenez-vous peut-être un salaire de 75 000, puis versez-vous 125 000 de dividendes. Ouais. Qui peut être versé périodiquement, peut-être au trimestre ou quand vous en avez besoin. Alors, ça peut être une façon de le calculer. Puis votre 75 000 de salaire va vous permettre de prendre 18 de ce montant-là en REER. C'est à peu près 13 000 peut-être vous allez être capable de mettre dans votre REER chaque année. Vous allez avoir votre maximum de Régie des rentes du Québec. Vous allez en profiter de... Alors, ça pourrait être un ratio intéressant. Mais vous savez, parlez à votre comptable et votre fiscaliste. Tu parlais des ratios, Stéphanie. Demandez à votre... Tu sais, des fois, il y a des comptables, je ne veux pas être méchant, mais il y a des comptables qui font juste compter. Oui. Ils ne conseillent pas. Votre comptable, votre fiscaliste dit, mes ratios, là, qu'est-ce qui dans mes états financiers que tu viens de me terminer, qu'est-ce qui va pas bien, puis qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que je devrais améliorer au cours de la prochaine année pour que je sois une entreprise qui est plus solide aux yeux de mon banquier? Tu sais, les états financiers, là, ça donne une indication, mais c'est surtout parce qu'un jour, tu as besoin, tu crois que tu as une croissance, acquisition, transaction, c'est le banquier, lui, c'est ça qu'il va regarder. C'est son portrait, là. Demandez à votre comptable, votre fiscaliste, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la prochaine année. Ouais. Après ça, la gestion des liquidités, bien, si on arrivait dans les liquidités, donc supposons que vous n'avez pas trop descendu dans votre serpent là, quand ça a baissé et que ça va bien, bien, on pourra, sans entrer beaucoup dans les détails, je vois le temps qui file, il y a tout le volet liquidité. Donc, si vous avez des liquidités dans votre entreprise ou dans votre compagnie de gestion, bien, il existe des stratégies là, pour minimiser l'impôt. Donc, vous pouvez placer, vous pouvez avoir des investissements avec une structure, une coquille autour de vos placements, je vais appeler ça comme ça, qui fait que la majorité des gains que vous avez ne seront pas imposables tant que vous ne retirerez pas votre argent. C'est ça. Donc, un peu comme dans un CELI là, au niveau personnel, mais pour minimiser l'impôt puis positionner. Parce que si vous avez de la liquidité, vous avez des investissements dans la corpo, dans l'entreprise, parfait, vous avez un coussin si vous avez eu la chance de le faire. Deuxième élément aussi qui peut être intéressant, ça c'est une stratégie intéressante pour l'entrepreneur en tant que tel, c'est une protection. Parce que qu'est-ce qui met en danger, le danger numéro un qu'on a comme hommes et femmes d'affaires? Premier danger, c'est tomber malade, avoir une maladie grave, quelque chose qui nous tient hors de l'entreprise. On est le chef, on est le pilote, même si on a une équipe, alors une maladie grave ou imprévue rapide, là, c'est ce qui ça peut nous mettre en péril, au-delà des marchés qu'on vit actuellement. Là. Il existe des stratégies d'assurance de maladie grave, ce qu'on appelle split dollar, à dollar partagé, où une partie de la prime est payée par l'entreprise. Par exemple, prenez une protection de 250 000. L'entreprise est propriétaire, bénéficiaire et souscripteur de l'assurance de 250 000 sur la tête, par exemple, de toi, Stéphanie. Et toi, tu payes, et tu peux avoir même une garantie, on le fait toujours, une garantie de remboursement des primes au cas où tu ne sois pas malade. Alors, je donne un exemple. Supposons que cette protection-là coûte 5 000 par année. L'entreprise paie une grosse partie du montant. Il y a une portion qui est payée par toi comme individu.
500, j'ai dit 250 000 à titre d'exemple. Il t'arrive une maladie, la compagnie reçoit 250 000 non imposables et continue à payer ton salaire le temps que tu te remettes sur pied. Ouais. Ou peut se servir de cet argent-là pour engager une personne clé qui va te remplacer en ton absence, ou peu importe. Et heureusement, et toi, tu es en très bonne santé, Stéphanie, puis mon Dieu, dans 20 ans, tu n'as jamais été malade. C'est génial, puis je pense que toi, c'est ça qui va t'arriver. Mais ça te coûtait 5 000 par année fois 20, ça t'a payé. Il y a eu un coût total par l'entreprise et une portion par toi. Au total, 5 000 par année fois 20, 100 000 pour une protection de 250 000. Ça veut dire, mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais tu n'as pas été malade. Qu'est-ce qui arrive? Tu peux récupérer le 100 000 que tu as payé, que l'entreprise a payé et toi, 100 000 que tu récupères. Le jour où tu dis, mon Dieu, ça va bien, je l'annule, mon assurance, parce que je suis tellement bien positionné financièrement, puis je suis sur le point de prendre une pré-retraite. Je vais chercher les primes qui ont été payées, 100 000 que tu reçois personnellement. Alors, il y a des stratégies intéressantes, c'est de la protection, mais c'est aussi une stratégie d'investissement. Ouais. Je pense que comme entrepreneur, il ne faut pas négliger ce genre de stratégie-là. On voit ça des fois, assurance, dépense. Non, mais vous êtes l'actif le plus important. La machine à pièces, là, c'est vous, l'entrepreneur. Tout passe par vous. Si vous n'êtes plus là pour 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Et ça pourrait faire l'objet de votre réflexion, votre journée stratégique de réflexion individuelle. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis plus là pendant 6 mois? Oh! Et là, après ça, OK, qu'est-ce qu'il faut faire au cas où ça m'arrive? Ouais. Alors, OK. C'est sûr que là, on est dans une gestion d'urgence depuis quelques semaines, quelques mois, avec ce qu'on vit, la situation des marchés actuels, l'économie actuelle, avec le COVID. On n'est pas en train de penser à ce qui se passe si je ne suis plus là dans 6 mois. Là. Non, mais moi, je pense plus en avant. Dans 6 mois, d'ici 1 an, quand on va reprendre peut-être un cours un peu plus normal, c'est le genre de questions que vous devez vous poser. Oui, c'est ça. OK. C'est super intéressant. Écoute, merci parce que ça nous aide à gérer nos propres finances personnelles aussi à travers tout ça. Hein. Des fois, on est, c'est ça, on fait pas toujours attention. On est très investi dans notre entreprise, fait qu'on fait pas tout à fait attention à ça. Écoute, puis ça m'amène, ça m'a fait penser, je me fais souvent poser la question aussi quand, tu sais, supposons que je pars une branche nouvelle dans mon entreprise ou que je fais une acquisition ou puis on se pose souvent la question, écoute, j'incorpore tout ça dans mon entreprise, tu sais, surtout au niveau financier, là. Tu sais, je fais ça un joint venture, puis là, ça s'embarque là-dedans, je le garde de façon séparée. Qu'est-ce qui habituellement, toi, est comme un peu les éléments déclencheurs pour prendre cette décision-là? Tu vas aimer ma réponse, je pense. Des fois, on est enthousiasmé. Un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui est drivé par les objectifs, les projets. Tu sais, souvent, on est comme ça. Pas aller trop vite. OK. Il y a une acquisition qui veut se faire, il y a une transaction à faire, il y a un partenariat stratégique. Peu importe la forme, là. Prenez donc le temps de vous côtoyer avant de coucher ensemble. Oh. Tu sais, ouais, une image. Est-ce qu'on peut faire un rewind? Là? Non, ça ne marche pas. Non, mais il faut se côtoyer avant. Il faut apprendre à se connaître avant. Si on va trop. L'erreur que souvent les entrepreneurs vont faire, vont se laisser séduire par le coup, puis un coup de foudre rapide, go, 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 acquisition, mettre tout ça ensemble, puis ça peut venir ébranler la base solide de votre entreprise centrale. Oui. Allez-y par étapes. Puis moi, je dis, tu sais, je reviens sur les valeurs. Oui. Des fois, on va réaliser sur le coup, wow, c'est extraordinaire, prenez le temps. Dans 1 an, vous allez savoir si c'est encore extraordinaire. Puis peut-être d'aller faire une association, un partenariat, de faire une étape en transit avant d'aller de l'avant. Si c'est une acquisition puis qu'il y a une personne clé dans cette entreprise-là, par exemple, travailler en collaboration, comme si vous étiez des associés, mais sans l'être officiellement à court terme. Et évaluer. Là, ça dépend. Là, je veux dire, tu ne vas pas faire la même chose quand on parle d'entreprises 15-20 millions par année. Des fois, il y a des grosses entreprises où là, c'est une acquisition, un takeover d'une autre entreprise. Là, ce n'est pas la même chose. Mais moi, j'y vais de façon générale. Je parle plus de la PME, là,
Mais même les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle le due diligence. Hein? On va regarder l'entreprise, sors-moi tes livres, sors-moi tes affaires. C'est qui l'équipe? C'est quoi la direction? C'est quoi les projets? Ben, là, il y a toute une analyse, un devoir à faire avant de dire go, je fais l'acquisition, je mets tout ça je viens tout regrouper ça. Ça peut des fois être une erreur d'aller trop vite. Oui, oui, oui. OK. Ah, super. Il faut gérer les émotions. C'est ça. Fait qu'avant de prendre la décision de tout incorporer ça, puis tout prendre ça, puis mettre ça dans le même, boxer ça dans le même chose, fait que toi, tu dis, ben regarde, on peut vivre pendant un petit bout de temps en parallèle, puis se courtiser, puis après ça, prendre cette décision-là. Donc, j'aime bien ton terme courtiser, c'est plus doux un peu que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas grave. OK, bon, ben écoute, merci parce que ça, on se pose souvent la question, bon, comment je réorganise ça, mais tu as raison, dans le fond, il n'y a rien qui oblige nécessairement à prendre des décisions spontanées rapidement. Bon, on va faire ça. Tu as raison que de prendre le temps et de voir un peu comment tout ça s'amalgame, ça permet à ce moment-là de prendre des décisions plus éclairées et tout ça. Oui, puis si c'est une acquisition, Stéphanie, ça peut être une acquisition, puis c'est une division séparée de la compagnie principale. Ouais. Puis à un moment donné, après un certain nombre d'années, ça va super bien. Les deux divisions, disons ça comme ça, la principale va bien, puis l'autre, la division nouvelle va bien. Là, par mesure d'économie, de coûts, d'échelle, de structure, au niveau fiscal, au niveau financier, là, vos experts vont vous le dire. Là, peut-être que là, ça sera de regrouper. Tu sais, c'est toujours, je viens de parler des experts, puis c'est un peu la conclusion peut-être de notre discussion. Ce qui est important, là, comme homme d'affaires et femme d'affaires, entourez-vous d'une équipe d'experts. Ouais. Tu sais, comptable, un bon comptable, pas un comptable, un comptable. Ouais. Un comptable qui va avoir un thinking pour vous guider. Et avec une vision stratégique. Une vision stratégique. Il va être capable de vous dire, ça, j'aime pas ça dans ce ratio-là, ça, ton endettement. Tu sais, qui va pas juste vous dire, ça coûte tant au fédéral, tant au provincial. Non, c'est un fiscaliste. Peut-être que votre comptable a un fiscaliste ou une fiscaliste avec qui il travaille. Alors, d'avoir quelqu'un au niveau financier, un conseiller financier, un planificateur financier qui va vous guider, une coach qui va vous guider. Entourez-vous d'une équipe d'experts, notaires, fiscalistes, comptables, avocats. Ouais. Ayez un réseau, bâtissez votre réseau qui soit comme votre conseil d'administration externe pour vous faire guider. Comme un comité consultatif. Oui, puis que ces gens-là se parlent. Moi, quand je parle à mon client, je parle à son comptable, je vais parler à son fiscaliste. C'est important parce que il ne faut pas que ça soit tout en vase clos, personne ne se parle, ils se regardent tout il n'y a pas d'ennemis là-dedans. Ça devrait. Si un de vos experts pense que l'autre, il est dangereux pour lui, bien, mon Dieu, change d'expert parce qu'il n'a pas compris que c'est un travail d'équipe. Que vous, là, comme entrepreneur, bâtissez votre équipe, entourez-vous d'une équipe. Essayez pas de tout contrôler, déléguer. Faites ça dans quoi vous êtes bon, c'est gérer votre business, votre entreprise, votre équipe. Vous êtes bon là-dedans, faites ça. Vos produits, votre service. Essayez pas de tout toucher en se disant, je vais sauver de l'argent si je fais mes impôts moi-même ou si je fais ça moi-même ou je vais faire mes investissements en ligne moi-même. À moins que vous trépiez là-dessus et que vous voulez le faire, faites-le, mais entourez-vous d'une équipe. Oui, certain. Écoute, oui, tu as raison. Super bon mot de conclusion. Je pense que c'est un peu ça, hein? Je pense que, puis surtout, tu sais, d'avoir une équipe comme ça, quand il arrive des crises, quand il arrive des situations, quand on veut rebondir, tu sais, c'est le fun d'aller chercher aussi des gens un peu plus objectifs pour nous aider aussi à penser différemment. Tu sais, des fois, on est un petit peu encarcané dans nos affaires parce que, tu sais, ça a toujours été ça, la recette, puis elle était bonne, c'est correct. Là, tu sais, si on veut s'amener ailleurs, parce que, tu sais, souvent, quand on revoit tout ça, ben, tu sais, on sait qu'un plus un, ça égale 2. Là, on veut que ça donne 3 parce que je veux être ailleurs. Fait que c'est quoi le calcul que je vais me faire pour pouvoir y arriver? Puis c'est un peu ça, je pense, qu'il faut aller chercher. Exactement. Oui. C'est ça. Bon. Écoute, c'était super intéressant. Écoute, on va pouvoir reprendre ça. C'est certain que je vais te réinviter. On va pouvoir avoir d'autres discussions là-dessus. Je pense que, tu sais, ça nous amène ailleurs dans notre façon de voir nos liquidités en tant qu'entrepreneur. Puis, j'ai beaucoup aimé tes conseils. Écoute, tu sais, on a pas mal la même philosophie. On coach pas mal de la même façon en revenant au fondement de base sur nos valeurs, qui amènent notre culture à ce moment-là, qui amène aussi comment je vais traiter mes clients et mes employés, parce que ça fait partie de mon ADN, puis de prendre justement ces fondements-là pour pouvoir, après ça, mettre le reste des piliers de la maison qu'on veut aller bâtir. Fait que, écoute,
Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Merci. Ça a été un grand plaisir, Stéphanie. Merci à toi aussi pour l'invitation. Oui, fait que merci. Bye bye. Bye bye.